Une réunion d'expertise, ça se prépare en amont. À mon sens, les deux qualités qu'un avocat en droit de la construction doit avoir, ce sont la rigueur et la précision. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Comment vit-on sa première expertise en construction quand on est jeune avocat ? Qu'est-ce qui surprend le plus lorsque l'on passe pour la première fois du dossier au terrain et comment faire face à la technicité de la matière ? C'est ce que nous allons découvrir avec Rachel Akacha, avocate au barreau de Marseille et vice-présidente province de la FNUJA, qui va nous raconter le jour où elle a assisté à sa première expertise construction. Rachel, bonjour. Bonjour Laurence. Tout d'abord, pour comprendre comment vous en êtes arrivée là, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? À l'origine, j'ai un parcours purement publiciste puisque j'ai obtenu une licence de droit public à l'université de Toulon et j'ai ensuite poursuivi dans le même domaine en obtenant un Master 1 et un Master 2 à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Par la suite, j'ai envisagé de préparer les concours de la fonction publique, mais je me suis orientée vers la profession d'avocat. J'ai passé et obtenu l'examen d'entrée au CRFPA au sein de l'IEJ de Toulon. J'ai ensuite intégré l'école des avocats du Sud-Est, puis, après avoir prêté serment auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'ai intégré le cabinet Plantavarena en qualité de collaboratrice libérale en janvier 2017 et j'exerce toujours au sein de ce cabinet qui intervient principalement en droit immobilier et droit public ainsi qu'en droit des assurances. En quoi consiste une expertise construction ? Alors déjà, une expertise construction, qu'est-ce que c'est ? Une expertise judiciaire, que ce soit en matière de construction ou dans un autre domaine, ça reste une mesure d'instruction qui est ordonné par un juge, confié à un expert qui devra procéder à des investigations techniques en vue de fournir au juge qu'il aura désigné des informations de nature à lui permettre de statuer sur des demandes et de trancher un litige. Quelles sont les règles de procédure qui l'encadrent ? L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge. Dès lors, elle est nécessairement encadrée par des dispositions du Code de procédure civile. À ce titre, tant les conditions dans lesquelles la mesure est ordonnée que les modalités selon lesquelles elle doit se dérouler sont régies par les dispositions du Code de procédure civile. Lorsque l'on s'intéresse à la question des règles de procédure qui encadrent l'expertise judiciaire, à mon sens, il y a lieu de distinguer deux phases. La phase qui va conduire à la désignation de l'expert judiciaire et à la mise en œuvre, à la mise en place d'une expertise judiciaire, et les règles à proprement parler qui vont encadrer l'expertise judiciaire et son déroulement. La désignation de l'expert judiciaire, c'est une faculté qui est offerte au juge. Il peut la prononcer d'office ou à la demande des parties. Il y a différentes dispositions qui peuvent fonder la demande. En général, les cas que l'on rencontre, ce sont des demandes qui sont fondées sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile qui permettent à n'importe quelle partie de solliciter la mise en place d'une mesure d'instruction dès lors qu'elle dispose d'un motif légitime. C'est le cas le plus courant. La demande peut également être fondée sur les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, donc toujours en référé, qui permettent au président de la juridiction saisie d'ordonner une mesure d'expertise lorsque différentes conditions sont réunies, notamment en cas d'urgence et lorsque la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Là, c'est le volet référé, c'est ce qui permet effectivement d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire dans les meilleurs délais. Mais il est également possible de solliciter cette mesure d'expertise dans le cadre d'une procédure au fond, c'est-à-dire lorsque le litige est déjà en cours et qu'en cours de procédure, on se rend compte qu'il y a des difficultés, des aspects techniques qui doivent être tranchés ou précisés, nécessitant la désignation d'un expert judiciaire. À cette occasion, il est donc possible de saisir le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile qui régissent les compétences du juge de la mise en état pour solliciter cette mesure. Il est également possible de former cette demande devant le juge du fond, mais en pareille hypothèse, il conviendra d'être vigilant dans la mesure où, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'est pas possible, au fond, de demander seulement une expertise judiciaire. À quoi ressemblait votre première expertise construction ? Ma première expertise construction, elle était relativement simple parce que c'était un litige qui n'était pas d'une grande complexité et j'ai en plus eu la chance de pouvoir réaliser cette expertise en présence de l'avocat fondateur du cabinet dans lequel je venais de prêter serment, Marielle Plantavin, qui est aujourd'hui avocat honoraire. C'était donc un litige relativement simple qui concernait très peu de parties. On était dans le cas d'une rénovation d'un appartement dans un vieil immeuble marseillais.
À l'occasion de cette opération, la propriétaire de l'appartement avait fait procéder par une entreprise régulièrement assurée et après l'intervention d'un BET à la démolition de cloisons pour agrandir notamment l'espace salon-séjour de son appartement. Et à cette occasion-là, il a été constaté un affaissement du plancher haut de son appartement et donc un affaissement du plancher bas de l'appartement du dessus. Il s'avère qu'à Marseille, sur ce type d'immeuble relativement ancien, ce type de désordre et de dommages est très fréquent. Donc c'était vraiment d'un point de vue technique relativement simple. Toutefois, il était nécessaire d'obtenir l'avis d'un technicien en la matière puisqu'il y avait un véritable débat sur les travaux à mettre en œuvre pour mettre un terme aux dommages et notamment déterminer s'il y avait un danger particulier pour les occupants des lieux. Il y avait également une question relative au chiffrage des travaux de réparation à mettre en œuvre et bien évidemment, dans la mesure où la propriétaire avait pris le soin de faire appel à des sociétés compétentes et régulièrement assurées, se posait la question de savoir qui était in fine responsable de ce sinistre et des dommages occasionnés. Qui est présent lors de l'expertise ? Nécessairement l'expert judiciaire. C'est lui qui mène les opérations d'expertise, c'est lui qui convoque les parties après avoir pris le soin de prendre leur convenance avant pour fixer et déterminer une date permettant à tous d'être présents et régulièrement représentés. Les parties présentes au litige, lesquelles peuvent se faire assister d'un avocat, mais également d'un expert, ce que l'on appelle communément un conseil technique, qui viendra l'assister sur le volet technique. Parfois même, il peut y avoir d'autres intervenants, notamment un sapiteur. Le sapiteur étant un technicien ayant des compétences dans un domaine différent de celui de l'expert judiciaire, qui est sollicité pour apporter son expertise sur un point particulier, sur lequel l'expert judiciaire ne peut pas lui-même se prononcer. Quels conseils donneriez-vous à vos confrères confrontés à leur première expertise construction ? Plusieurs conseils. Tout d'abord, je pense qu'à nouveau, il faut distinguer la phase demande et mise en œuvre de l'expertise judiciaire et ensuite son déroulement. En effet, il faut bien avoir en tête que l'expertise judiciaire n'est pas une finalité en soi. C'est une mesure d'instruction, un outil à la disposition des parties et à la disposition du juge destiné à permettre d'éclaircir certains points techniques dont vont découler des imputabilités, des responsabilités. La finalité, c'est donc d'éclairer les parties, mais elle n'a de sens que si, in fine, il y a un responsable identifié ou à minima identifiable et solvable. Pourquoi ? Parce que l'expertise judiciaire, elle intervient très souvent, dans la majorité des cas, sans faire état de statistiques, je pense que l'on peut dire dans 90% des cas, aux frais avancés du demandeur. Ça nécessite l'intervention d'un technicien qui doit être rémunéré, ça nécessite l'intervention d'avocats, d'experts, et tout ça, ça a un coût. Et plus l'affaire est complexe, plus le coût est élevé. Il faut donc bien en amont mesurer l'intérêt de recourir à l'expertise judiciaire et procéder à une sorte de bilan coût et avantage. Ensuite, s'agissant du déroulement à proprement parler de l'expertise judiciaire, il faut bien avoir en tête que l'expertise judiciaire va induire la tenue et l'organisation de réunions d'expertise. Une réunion d'expertise, ça se prépare en amont. Il faut avoir une connaissance parfaite du dossier. Il faut donc maîtriser parfaitement quels sont les intervenants, quel a été le rôle de chacun, afin d'être en mesure, au cours de la réunion, de répondre aux interrogations de l'expert judiciaire, mais aussi potentiellement à des arguments et à des invectives qui peuvent intervenir des différentes parties et des conseils, qu'ils soient avocats ou experts eux-mêmes. Il y a également tout ce qui se passe en dehors des réunions à proprement parler, puisque les parties échangent par écrit, par voie de dire, produisent des pièces. Cela peut induire un volume d'échanges relativement important et l'on peut, en fonction de la complexité du nombre de parties, vite être dépassé par la réception de ces dires et de ces pièces. Donc mon conseil, c'est vraiment d'assurer un suivi régulier de l'expertise judiciaire et de procéder à des points réguliers du dossier. Dès que l'on reçoit un dire, on le lit, on l'analyse, même succinctement, et ensuite on le répercute à son client et éventuellement à son expert pour recueillir les observations. Et comment bien préparer son client ? La préparation du client est primordiale. Il faut en amont faire preuve d'une très grande pédagogie, lui expliquer comment se déroule une réunion d'expertise, le rôle de l'expert judiciaire,
bien lui rappeler que l'expert judiciaire n'a pas vocation à trancher le litige, mais uniquement à se prononcer sur l'aspect technique, y compris les imputabilités et le coût des travaux de reprise, mais que son rôle n'est pas de trancher ou d'arbitrer. Il faut également le mettre en garde sur les déclarations qu'il pourrait être amené à faire, puisque l'expert judiciaire, à l'issue d'une réunion d'expertise, consigne les déclarations des parties. Donc il faut bien en amont préparer le discours qui sera tenu par le client et lui demander, et c'est normal lorsqu'on lui pose des questions, d'y répondre, mais de ne jamais dépasser le champ des questions qui lui sont posées. Par ailleurs, il faut également l'alerter sur la circonstance que le principe phare de l'expertise judiciaire reste la contradiction. L'objectif, c'est quand même de confronter des positions, des observations, et cela peut parfois amener à des situations de tension. Faut-il se faire soi-même assister pour faire face à la technicité de la matière ? Oui, clairement, si le client n'est pas un sachant, il ne faut pas hésiter à avoir recours à des experts également pour se faire assister. Ça peut être des conseils techniques. Il y a beaucoup de cabinets d'expertise privés qui peuvent assister les parties. On peut également faire appel soi-même à un expert inscrit auprès de la cour d'appel, mais qui n'intervient pas dans le dossier. Mais oui, en fonction de la complexité, il ne faut pas hésiter à recourir au service d'un expert. Quelles sont les qualités requises pour cette matière ? À mon sens, les 2 qualités qu'un avocat en droit de la construction doit avoir, ce sont la rigueur et la précision. En effet, compte tenu de la complexité de la matière, tant d'un point de vue procédural que d'un point de vue technique, puisque précisément on va toucher à des domaines que l'on ne maîtrise pas et qui relèvent de la compétence d'experts et de techniciens, il faut s'intéresser au sujet, ne pas ménager ses efforts, être rigoureux dans l'analyse des documents, des pièces qui sont produites et bien évidemment s'intéresser à la matière et tout ce qui touche à la construction, au bâti. Est-ce une procédure que l'on peut effectuer sans difficulté lorsque l'on est avocat généraliste ? Sur un cas relativement simple, un avocat généraliste est tout à fait à même d'intervenir dans ce type de dossier et ça ne pose pas de véritables difficultés. Par contre, lorsque l'on intervient sur des opérations plus complexes, avec des fondements juridiques moins courants, avec beaucoup de parties, je pense qu'il vaut mieux être un avocat soit spécialisé, soit à minima formé dans la matière. On comprendra donc qu'en expertise construction, rien ne s'improvise, mais que cette discipline saura séduire celles et ceux qui apprécient les univers techniques rigoureux et résolument méthodiques. Merci Rachel d'avoir partagé votre expérience. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.